1950. Le Brésil vibre au rythme du football. Après 12 ans d'absence, la Coupe du Monde reprend enfin ses droits. Le Maracanã, ce temple du football fraîchement construit, accueille les nations. Le Brésil, favori incontestable, rêve de sacre à domicile. Mais l'Uruguay, petit pays audacieux, refuse de se résigner. Cette 4e Coupe du Monde va écrire la page la plus dramatique de l'histoire du football. Abonnez-vous et likez pour découvrir ce récit légendaire. Chapitre 1. Le retour triomphal de la Coupe du Monde. 12 longues années. 12 années d'absence, de silence, de vide dans le cœur des passionnés de football. La dernière Coupe du Monde remonte à 1938, en France, quand l'Italie de Vittorio Pozzo triomphait pour la 2e fois consécutive. Mais ensuite, le monde a basculé dans les ténèbres. La Seconde Guerre mondiale a tout déchiré, tout détruit, tout paralysé. Le football, comme tout le reste, a dû s'incliner devant l'horreur de la guerre. En 1950, le monde respire enfin. Les nations se reconstruisent, les cicatrices commencent à se refermer et le football peut enfin reprendre ses droits. La FIFA décide d'organiser la 4e édition de la Coupe du Monde et le choix de l'hôte est symbolique. Le Brésil. Ce pays vibrant, passionné, où le football n'est pas qu'un sport, mais une religion, une identité, un mode de vie. Le Brésil voit dans cette organisation une opportunité en or, une chance de montrer au monde entier sa grandeur, sa modernité, sa capacité à accueillir le plus grand événement footballistique de la planète. Le gouvernement brésilien investit massivement dans les infrastructures. Et au cœur de ce projet colossal se trouve un stade qui va entrer dans la légende, le Maracanã. Construit en un temps record à Rio de Janeiro, le Maracanã est un monstre architectural. Officiellement, il peut accueillir 200 000 spectateurs, même si certaines estimations parlent de capacités encore plus impressionnantes lors de matchs particulièrement attendus. C'est le plus grand stade du monde à l'époque, un temple du football qui doit témoigner de la puissance brésilienne. Les ouvriers travaillent en jour et nuit pour achever les travaux à temps. Le stade n'est d'ailleurs pas entièrement terminé lors de l'inauguration, mais peu importe, le Maracanã est prêt à écrire l'histoire. 13 nations répondent présent pour cette Coupe du Monde 1950, un chiffre étonnamment faible qui témoigne des difficultés de l'après-guerre. Plusieurs grandes nations sont absentes. L'Allemagne et le Japon, vaincus de la guerre, ne sont pas autorisés à participer. L'Union soviétique refuse de s'engager pour des raisons politiques. Plus surprenant encore, l'Argentine, pourtant voisine du Brésil et grande nation du football sud-américain, décline l'invitation pour des raisons diplomatiques et sportives complexes. Mais parmi les présents, on retrouve des équipes légendaires. L'Angleterre participe pour la toute première fois à une Coupe du Monde. Les inventeurs du football moderne, ces Britanniques si fiers de leur héritage footballistique, daignent enfin rejoindre la compétition mondiale. Leur participation est un événement en soi, et ils arrivent au Brésil avec une confiance débordante. Dans leur esprit, ils sont les meilleurs, les maîtres incontestés du ballon rond. L'Italie, double championne du monde en 1934 et 1938, est également présente. Mais la Squadra Azzurra est en deuil. Un an plus tôt, en 1949, le tragique accident aérien de Superga a décimé la grande équipe du Torino qui constituait l'épine dorsale de la sélection italienne. 18 joueurs, entraîneurs et accompagnateurs ont péri dans ce crash qui a plongé l'Italie entière dans la consternation. L'équipe italienne qui débarque au Brésil n'est plus que l'ombre d'elle-même, profondément affaiblie par cette tragédie. L'Uruguay, ce petit pays coincé entre deux géants sud-américains, l'Argentine et le Brésil, est également du voyage. Les Uruguayens ont une histoire prestigieuse. Champions olympiques en 1924 et 1928, puis vainqueurs de la toute première Coupe du Monde en 1930, organisée chez eux à Montevideo. Mais en 1950, personne ne les considère comme de sérieux prétendants au titre. Ils ont refusé de participer aux éditions de 1934 et 1938, vexés que l'Europe accapare l'organisation de la compétition. Leur retour en 1950 passe presque inaperçu. Et puis, il y a le Brésil, l'hôte, le favori,
l'équipe que tout le monde attend. La Seleção possède une génération dorée de joueurs extraordinaires. En attaque, Ademir, surnommé Queixada, la mâchoire, est un buteur redoutable, rapide et précis. Zizinho, le maestro du milieu de terrain, est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur brésilien de tous les temps à cette époque. Jair Rosa Pinto, avec sa technique éblouissante, fait danser les défenses adverses. Et puis, il y a Barbosa, le gardien de but, un colosse rassurant entre les poteaux. Le Brésil joue à domicile, devant son public, dans ses stades, avec la pression et l'amour de tout un peuple derrière lui. Les Brésiliens sont convaincus que le titre leur est destiné. Les journaux locaux titrent déjà sur le sacre à venir. Des médailles commémoratives sont même frappées à l'avance, célébrant la victoire brésilienne comme si elle était déjà acquise. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude collective, une évidence partagée par des millions de supporters. Le format de la compétition est particulier, différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas de phase finale à élimination directe. Les 13 équipes sont réparties en 4 groupes lors du premier tour. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifient ensuite pour une poule finale à 4 équipes. Le champion du monde sera l'équipe qui termine première de cette poule finale. Un système étrange qui fait que le dernier match de la poule finale peut s'avérer décisif, comme un véritable match de finale, sans en porter officiellement le nom. Les premiers matchs débutent et le Brésil impressionne immédiatement. La Seleção déroule son football chatoyant, technique, offensif. Ademir inscrit des buts à la chaîne. Zizinho orchestre le jeu avec une aisance déconcertante. Le Mexique est balayé 4-0. La Yougoslavie, pourtant solide, subit une correction 2-0. L'enthousiasme grandit dans tout le Brésil. Le scénario idéal se déroule sous les yeux émerveillés du public brésilien. Mais pendant ce temps, un autre résultat secoue le monde du football. L'Angleterre, cette équipe si fière, si confiante, affronte les États-Unis à Belo Horizonte. Sur le papier, c'est une formalité. Les Américains ne sont pas une nation de football. Leur équipe est composée en grande partie de semi-professionnels et d'amateurs. Mais le 29 juin 1950, l'impensable se produit. Joe Gagens, un attaquant haïtien naturalisé américain, marque l'unique but du match à la 37e minute. Les Anglais tentent, poussent, dominent, mais rien n'y fait. Score final, États-Unis 1, Angleterre 0. C'est l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la Coupe du Monde. Les journaux britanniques refusent d'abord de croire aux résultats, pensant à une erreur de transmission. Comment les maîtres du football pouvaient-ils perdre contre les Américains? Cette défaite humiliante élimine l'Angleterre dès le premier tour. Les Britanniques rentrent chez eux la tête basse, leur orgueil brisé. L'Espagne se qualifie également pour la poule finale, tout comme la Suède, mais surtout, l'Uruguay parvient à se hisser dans le dernier carré. Discrètement, sans faire de bruit, la Céleste uruguayenne avance. Elle bat la Bolivie 8-0, fait match nul contre l'Espagne, puis s'impose difficilement face à la Suède. Les Uruguayens ne brillent pas, mais ils sont efficaces, solides, résilients. Leur qualification passe presque inaperçue, tant l'attention médiatique est monopolisée par le Brésil. La poule finale commence et le Brésil continue son festival offensif. Face à la Suède, la Seleção s'impose 7-1. Ademir inscrit 4 buts, portant son total dans la compétition à 9 réalisations. C'est un carnage, une démonstration de puissance. Quelques jours plus tard, l'Espagne est à son tour victime du rouleau compresseur brésilien, 6-1. Zizinho, Jair et Chico sont étincelants. Le Maracanã vibre, chante, célèbre déjà. De son côté, l'Uruguay fait le strict nécessaire. Victoire 2-2 contre l'Espagne. Oui, c'est un match nul, mais dans ce système de points, chaque résultat compte. Puis 3-2 face à la Suède. Les Uruguayens montrent du caractère, de la combativité, mais ils semblent condamnés. Avant la dernière journée de la poule finale, le classement est clair. Le Brésil a 4 points, l'Uruguay en a 3. Un match nul suffit au Brésil pour être sacré champion du monde. Le 16 juillet 1950, le Maracanã se remplit comme jamais. Les chiffres officiels parlent de 174 000 spectateurs.
mais beaucoup d'historiens estiment que près de 200 000 personnes se sont entassées dans le stade ce jour-là. C'est une marée humaine, un océan de maillots jaunes et bleus. L'ambiance est électrique, joyeuse, confiante. Ce n'est pas vraiment un match pour les Brésiliens, c'est une cérémonie, un couronnement annoncé. Le maire de Rio prononce un discours avant le coup d'envoi, s'adressant directement aux joueurs brésiliens. Vous, joueurs, qui dans quelques heures serez acclamés champions du monde. Les journaux du matin ont déjà préparé leurs unes célébrant la victoire brésilienne. Dans les rues de Rio, de São Paulo, de tout le pays, les gens se préparent à faire la fête. Des feux d'artifice sont prêts à être lancés. Le Brésil entier retient son souffle, mais c'est un souffle confiant, serein. L'Uruguay, elle, arrive dans ce stade hostile avec humilité et détermination. L'entraîneur Juan Lopez donne des instructions claires à ses joueurs. Jouer défensivement en première mi-temps, absorber la pression brésilienne, puis contre-attaquer en seconde période. Les Uruguayens savent qu'ils n'ont rien à perdre. Personne ne croit en eux, personne ne les attend. Cette liberté psychologique est peut-être leur plus grande force. Le coup d'envoi est donné. Le Brésil attaque immédiatement, vague après vague. Les Uruguayens défendent avec courage, Roque Maspoli, leur gardien, multiplie les arrêts décisifs. La première mi-temps se termine sur un score de 0-0. Le Maracanã gronde d'impatience, mais reste confiant. Ce n'est qu'une question de temps. La seconde mi-temps débute et enfin, à la 47e minute, l'explosion tant attendue se produit. Friaça, l'ailier brésilien, ouvre le score. Le Maracanã explose littéralement de joie. Les 200 000 spectateurs hurlent, pleurent, se serrent dans les bras. C'est parti, le rêve se réalise. Le Brésil mène 1-0 et un match nul suffit pour le titre. La victoire semble à portée de main. Mais l'Uruguay refuse d'abdiquer. Contre toute attente, contre toute logique, la Celeste se rebelle. Vous voulez connaître la suite incroyable de cette histoire légendaire? N'oubliez pas de vous abonner à Football Archive et de liker cette vidéo. Le chapitre 2 vous réserve le retournement le plus dramatique de l'histoire du football. Chapitre 2. Le Maracanazo, la plus grande tragédie du football. L'Uruguay refuse d'abdiquer. Dans ce Maracanã en fusion, face à ces 200 000 Brésiliens déchaînés, face à cette équipe du Brésil qui semble invincible, les Uruguayens relèvent la tête. Ils ne sont que 11 hommes contre un pays entier, 11 guerriers contre une nation qui célèbre déjà sa victoire. Mais ces 11 hommes ont du cœur, de l'orgueil et une volonté de faire. Juan Alberto Schiaffino. Retenez ce nom. Ce milieu offensif uruguayen de 24 ans, élégant et technique, va entrer dans la légende. À la 66e minute, alors que le Brésil mène toujours 1-0 et que le stade chante déjà la gloire de la Seleção, Giggia, l'ailier droit uruguayen, centre depuis la droite. Le ballon traverse la surface brésilienne. Schiaffino surgit et, d'une frappe précise du gauche, trompe Barbosa. 1-1. Le silence. Un silence assourdissant s'abat sur le Maracanã. Ce stade qui rugissait il y a quelques secondes est soudain figé dans l'incrédulité. Comment est-ce possible? Les 200 000 spectateurs ne comprennent pas. Ce n'était pas dans le script. Ce but uruguayen n'était pas prévu dans le scénario écrit d'avance par tout un peuple. Mais le ballon, lui, ne lit pas les journaux, ne connaît pas les prédictions. Le ballon vient de franchir la ligne et le score est désormais de 1-1. Sur le banc brésilien, l'inquiétude commence à poindre. Les joueurs se regardent. Un match nul suffit toujours pour être champion, se répète-t-il. Pas de panique. Mais dans les tribunes, l'atmosphère a changé. La joie explosive a laissé place à une tension palpable. Les supporters brésiliens commencent à réaliser que rien n'est acquis, que l'Uruguay est encore là, vivant, dangereux. L'entraîneur brésilien Flávio Costa essaie de rassurer ses joueurs. Il leur crie des instructions depuis la ligne de touche. « Calmez-vous, contrôlez le match, un nul nous suffit !» Mais ces mots se perdent dans le tumulte du stade et dans la nervosité croissante de ses joueurs. Le Brésil essaie de reprendre le contrôle, de retrouver son football chatoyant. Mais quelque chose a changé. Le doute s'est installé. Les Uruguayens, eux, sentent le vent tourner.
Ce but égalisateur n'est pas seulement un but, c'est une injection d'adrénaline, une bouffée d'espoir, une révélation. Ils peuvent gagner. Ils doivent gagner. Leur capitaine, Obdulio Varela, ce défenseur au charisme immense, surnommé El Negro Jefe, le chef noir, galvanise ses coéquipiers. Varela est un leader né, un homme qui ne plie jamais, qui transforme la pression en force. Après le but égalisateur, il ramasse le ballon, prend son temps pour revenir au centre du terrain, comme pour dire aux Brésiliens et à leurs supporters « Nous sommes là, nous ne partirons pas ». Les minutes défilent. Le match devient de plus en plus tendu. Le Brésil attaque, mais avec moins de fluidité, moins de confiance qu'auparavant. L'Uruguay défend avec un courage incroyable, puis contre-attaque dès que l'occasion se présente. Chaque ballon uruguayen qui s'approche de la surface brésilienne provoque des frissons dans les tribunes. L'impensable est-il en train de se dessiner? 79e minute, le moment qui va changer l'histoire du football à jamais. Alcides Giggia, cet ailier droit uruguayen rapide et insaisissable, reçoit le ballon sur son côté. Bigode, le défenseur brésilien, recule pour protéger son but. Giggia s'élance, dribble, accélère. Il arrive à l'entrée de la surface, sur la droite. Barbosa, le gardien brésilien, se positionne, s'attendant à un centre. Mais Giggia ne centre pas. D'une frappe du gauche, angle fermé, Giggia envoie le ballon au premier poteau. Barbosa, surpris, tente une parade désespérée, mais le ballon le trompe et finit sa course au fond des filets. 2-1 pour l'Uruguay. Ce qui se passe ensuite dans le Maracanã est indescriptible. Ce n'est pas du silence. C'est au-delà du silence. C'est un vide cosmique, un trou noir sonore qui aspire toute vie, toute énergie, tout espoir. 200 000 personnes cessent de respirer en même temps. Des hommes forts se mettent à pleurer. Des femmes défaillent. Des enfants ne comprennent pas pourquoi leurs parents ont soudain le visage figé dans une expression de douleur absolue. Dans les tribunes officielles, le président brésilien Eurico Gaspar Dutra, qui était venu assister au sacre de son pays, baisse la tête. Les ministres, les dignitaires, tous ces hommes puissants se retrouvent impuissants face à ce qui vient de se produire. Jules Rimet, le président de la FIFA, qui tenait la Coupe du Monde entre ses mains, prêt à la remettre au Brésil, reste figé, incrédule. Sur le terrain, les joueurs brésiliens sont en état de choc. Certains semblent avoir perdu toute force dans les jambes. Ademir, le buteur prolifique qui a marqué 9 buts dans le tournoi, erre sur le terrain comme un fantôme. Zizinho, le maestro, celui qui faisait danser le ballon avec tant d'élégance, ne trouve plus ses passes. Le Brésil essaie de réagir, de pousser, d'égaliser, mais c'est comme si une malédiction s'était abattue sur l'équipe. Chaque action se brise contre le mur uruguayen ou s'égare dans l'imprécision. Les Uruguayens, de leur côté, défendent comme des lions. Varela est partout, coupant les ballons, remontant le moral de ses coéquipiers, hurlant des instructions. Maspoli, le gardien uruguayen, multiplie les arrêts héroïques. Les défenseurs uruguayens mettent leur corps en jeu, bloquent des tirs à bout portant, se sacrifient pour chaque ballon. Cette équipe ne joue plus au football. Elle se bat pour sa survie, pour sa dignité, pour entrer dans l'histoire. Les dernières minutes sont une agonie pour le Brésil et une éternité pour l'Uruguay. Chaque seconde semble durer 1 heure. Le Brésil bombarde la surface uruguayenne, mais rien ne passe. Le temps s'écoule inexorablement. 85e minute, 86e, 87e. Le Maracanã est devenu un cimetière silencieux où 200 000 personnes assistent à l'enterrement de leurs rêves. 90e minute. L'arbitre anglais, George Reader, porte le sifflet à ses lèvres et souffle 3 fois. Le match est terminé. L'Uruguay a gagné 2-1. L'Uruguay est champion du monde. Ce qui se passe alors défie toute description. Ce n'est pas de la déception. Ce n'est pas de la tristesse. C'est un traumatisme collectif national. Dans les tribunes, des milliers de personnes restent assises, incapables de bouger, le regard vide, fixant le terrain sans le voir vraiment. Certains pleurent en silence, les larmes coulant sans fin sur leurs joues. D'autres sont prostrés, la tête entre les mains,
On voit des hommes s'effondrer littéralement, comme si leurs jambes ne pouvaient plus les porter. Sur le terrain, les scènes sont encore plus poignantes. Les joueurs brésiliens sont anéantis. Bigode, le défenseur que Giggia a dribblé sur le but décisif, s'assoit sur la pelouse et pleure comme un enfant. Barbosa, le gardien qui n'a pas pu arrêter le tir de Giggia, reste immobile devant ses cages, le regard perdu dans le vide. Ademir et Zizinho marchent lentement vers les vestiaires, incapables de lever la tête. Les Uruguayens, eux, célèbrent dans un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Giggia saute dans les bras de ses coéquipiers. Chiafino lève les bras au ciel. Varela, le capitaine, serre ses joueurs contre lui, les larmes de joie coulant sur son visage. Ils viennent d'accomplir l'impossible. Ils viennent de briser le cœur d'une nation entière, mais ils viennent aussi d'écrire la plus belle page de l'histoire de leur petit pays. Jules Rimet, dans un silence pesant, descend sur le terrain pour remettre la Coupe du Monde aux Uruguayens. La cérémonie est surréaliste. Pas de musique, pas de feu d'artifice, pas de célébration grandiose comme prévu. Juste un silence écrasant, entrecoupé des sanglots de milliers de Brésiliens. Varela soulève le trophée, mais même cette image de gloire semble déplacée dans cette atmosphère funèbre. Dans les rues de Rio, la fête prévue se transforme en deuil national. Les feux d'artifice restent dans leurs boîtes. Les orchestres ne jouent pas. Les gens rentrent chez eux en silence, comme après un enterrement. Des témoins racontent avoir vu des hommes s'effondrer dans la rue en apprenant le résultat. Plusieurs suicides sont rapportés dans les jours qui suivent, directement liés à cette défaite qui dépasse le cadre sportif pour devenir un traumatisme psychologique collectif. Le journaliste brésilien Nelson Rodrigues invente un terme pour décrire cet événement. Le maracanazo, le choc du Maracanã. Ce mot entre immédiatement dans le vocabulaire brésilien et devient synonyme de la plus grande tragédie sportive de l'histoire du pays. Pour les Brésiliens, le 16 juillet 1950 n'est pas simplement le jour d'une défaite footballistique. C'est le jour où le pays a perdu son innocence, où le rêve collectif s'est brisé en 1000 morceaux. Barbosa, le gardien brésilien, devient le bouc émissaire de cette tragédie. Pendant le reste de sa vie, il porte le fardeau de cette défaite. Des décennies plus tard, il raconte avec amertume « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de 30 ans. Moi, j'ai purgé 50 ans pour un crime que je n'ai pas commis. » Les gens le reconnaissent dans la rue et détournent le regard. Certains crachent sur son passage. En 1993, il veut visiter le nouveau Maracanã rénové, mais on lui refuse l'entrée, prétextant que sa présence porterait malheur. Barbosa dira cette phrase terrible. « Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã, le pape, Frank Sinatra et moi. Mais contrairement aux 2 autres, je ne suis pas venu apporter la joie. » Bigode, le défenseur dribblé par Giggia, vit également un calvaire. Il abandonne le football professionnel peu après, incapable de supporter le poids de ce moment. Certains joueurs brésiliens de cette équipe ne retrouveront jamais leur niveau, psychologiquement détruits par cette défaite. Pour Giggia, c'est l'inverse. Il devient un héros national en Uruguay. Sa phrase deviendra légendaire. Seules 3 personnes ont fait taire le Maracanã d'un seul coup, le pape, Frank Sinatra et moi. Il vivra jusqu'en 2015, toujours célébré dans son pays comme l'homme qui a accompli l'impossible. À 88 ans, quelques mois avant sa mort, il déclarera encore avec malice « Barbosa pouvait se rattraper. Moi, j'ai eu une seule chance et je l'ai saisie. » Le Maracanazo a des répercussions qui vont bien au-delà du sport. Les sociologues brésiliens étudient ce traumatisme comme un événement fondateur de l'identité nationale moderne. Le Brésil décide d'abandonner son maillot blanc, jugé malchanceux, pour adopter définitivement les couleurs jaune et bleu qui deviennent iconiques. Une commission est même créée pour analyser les raisons de cet échec, comme s'il s'agissait d'une catastrophe nationale nécessitant une enquête d'État. Cette défaite forge aussi le caractère du football brésilien.
Le traumatisme de 1950 pousse le Brésil à se réinventer, à perfectionner encore son jeu, à ne plus jamais sous-estimer un adversaire. 4 ans plus tard, en 1954, le Brésil échoue encore en quart de finale. Mais en 1958, en Suède, une jeune étoile nommée Pelé, alors âgée de 17 ans, conduit le Brésil à son premier titre mondial. Ce sera le début d'une dynastie, avec 5 Coupes du Monde remportées au total. Mais cette première victoire en 1958 aura un goût particulier, celui de la rédemption après le cauchemar de 1950. Pour l'Uruguay, le Maracanazo reste le sommet absolu de leur histoire footballistique. Ce petit pays de moins de 2 millions d'habitants à l'époque a vaincu le géant brésilien chez lui, devant son public, dans le plus grand stade du monde. C'est David contre Goliath, c'est l'exploit parfait, celui dont rêvent tous les sportifs. L'Uruguay remportera une deuxième Coupe du Monde en 1930, mais la victoire de 1950 reste gravée dans le cœur de chaque Uruguayen comme la plus belle, la plus héroïque, la plus improbable. Les historiens du football considèrent le Maracanazo comme l'un des moments les plus importants de l'histoire du sport. Ce n'est pas seulement la plus grande surprise de l'histoire des Coupes du Monde, c'est aussi un événement qui transcende le football. C'est une leçon d'humilité, un rappel que rien n'est jamais acquis, qu'un match ne se joue pas sur le papier mais sur le terrain, et que l'excès de confiance peut mener à la catastrophe la plus totale. Le Maracaná lui-même portera à jamais la cicatrice de ce jour maudit. Pendant des décennies, on parlera de la malédiction du Maracaná pour l'équipe brésilienne. Ce n'est qu'en 2013, lors de la finale de la Coupe des Confédérations remportée par le Brésil contre l'Espagne, que certains estimeront que le stade a enfin été exorcisé. Mais en 2014, lors du mondial organisé au Brésil, l'humiliation de la demi-finale perdue 7-1 contre l'Allemagne ravirera les vieux fantômes. Le Maracaná semble condamné à être le théâtre des plus grandes joies et des plus terribles drames du football brésilien. Cette histoire, ce Maracanazo, nous rappelle pourquoi nous aimons le football. Parce que tout peut arriver. Parce que 11 hommes avec du cœur peuvent défier les statistiques, les pronostics, la logique même. Parce qu'un match de football peut faire pleurer tout un pays et en faire exulter un autre. Parce que dans ce rectangle vert de 100 mètres sur 70, se jouent des drames humains d'une intensité rarement égalée. Le 16 juillet 1950, l'Uruguay n'a pas simplement gagné un match de football. L'Uruguay a écrit une page d'histoire, une de ces pages que l'on raconte encore 75 ans plus tard et que l'on racontera probablement encore dans 75 ans. Le Maracanazo n'est pas qu'une défaite brésilienne ou une victoire uruguayenne. C'est un symbole universel, celui de l'impossible qui devient possible, celui du petit qui terrasse le géant, celui du rêve qui triomphe contre toute attente. Voilà l'histoire complète du Maracanazo, la plus grande tragédie de l'histoire du football. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Football Archive et de liker pour soutenir notre travail. Partagez cette légende avec tous les passionnés de football. Quelle autre histoire légendaire voulez-vous découvrir? Dites-le nous en commentaire.